Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Peut-être je vais devoir prendre 2 vidéos, mais je vais... En fait, c'est une vidéo, on pourrait dire, de complément d'information à, à ce livre, Nos racines psychédéliques, de Marc-André Brouillard, en collaboration avec l'équipe de Mainmise. L'héritage électrisant de la génération Mainmise. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, la manière de vous dire les choses, hein, c'est de commencer par le commencement. Comment tout ça a commencé? Mon implication. Pas mon implication, mais enfin, j'étais témoin d'un certain nombre de choses. Parce que j'ai fréquenté la commune Cadet-Roussel, commune fondée par les frères Maheu, qui ont également fondé la revue Parti pris, Ginette Paris, Paul Chamberlain. Pour ne nommer que les noms qui me viennent en tête. Là. J'ai commencé à la fréquenter, j'avais 12 ans, et je l'ai... voilà, la boutique n'est pas ouverte encore. J'ai commencé à la fréquenter, donc j'avais 12 ans, et je l'ai donc de 1973 jusqu'en 78-79. Jusqu'à la mort mystérieuse de Maheu en 79, si je ne m'abuse. Je dis mort mystérieuse parce que ça n'a jamais été vraiment élucidé. Et pour ma part, j'ai toujours pensé que les événements, ici je vais être plutôt mutique, mais je vous renvoie à Google, tenez, hein, des événements qui se sont déroulés à la commune Cadet-Roussel le 21 juin 1975. Alors faites une recherche, 21 juin 1975, Google, commune Cadet-Roussel, et vous allez y trouver, l'information que je vais taire. Par contre, tragédie, hein, quelque chose d'horrible. Je n'y étais pas, ce 21-là, qui devait être une sorte une fête du solstice, mais qui réunissait les principales têtes dirigeantes des communes. Nous étions nombreux à penser que l'utopie était à nos portes, elle était imminente. Nous étions, rappel des faits, nous étions depuis le début des années 60 dans une révolution, une véritable révolution. Révolution des mœurs. Alors des fois, il m'arrive d'entendre des jeunes de 30, 40 ans, qui se qualifient soit de réactionnaires ou de conservateurs, et qui vivent en concubinage, hein, et qui font l'amour avec des êtres désirants, et qui ne réalisent pas à quel point l'aliénation sexuelle, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est mieux, parce que l'aliénation peut prendre toutes sortes de visages, mais les gens ne réalisent pas comment ça pouvait être difficile, en fait, de vivre une sexualité épanouie. Bien souvent, des gens se mariaient. En fait, des gens se mariaient pour faire l'amour, les années 50, les années 40, les années 30. Et ils découvraient, ô horreur, la nuit de noces, à quel point ils étaient incompatibles sexuellement. Et ça, là, d'être obligé de vivre une relation sexuelle avec quelqu'un qui nous est incompatible, dont la peau, le grain de la peau, l'odeur, la présence physique nous indispose, honnêtement, pour moi, ça, il n'y a pas de pire cauchemar. Les années 60 ont libéré ça. Et ça, c'est la clé de l'aliénation. Hein. Les années 60 ont tout balayé. Alors, on peut dire, oui, la famille. Mais la famille, c'est un concept qui a évolué. Ce qui évolue pas, c'est qu'il y a derrière le patrimoine. Ça, c'est une autre histoire, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Les biens matériels et l'argent, l'avantage que confère l'argent. Parce qu'on peut être un trou du cul et avoir des millions, mais quand tu es un trou du cul avec pas une scène, tu es dans le trouble. Alors,
tous ces jeunes qui ne semblent pas réaliser, qui aujourd'hui peuvent vivre des relations librement, sans aller plus loin dans l'engagement ou s'engager davantage, ne semblent pas réaliser à quel point c'était une source d'aliénation. Dans les années 50, on retrouvait des hommes qui devenaient des alcooliques et des femmes qui tombaient dans les pilules, hein, les Valium, Scotch et Valium, des types qui tout à coup se réveillaient un matin avec une seule envie, c'est de sauter dans leur char et de disparaître au loin, des femmes qui se réfugiaient dans les tâches domestiques et des enfants qui subissaient le joug familial, l'aliénation absolue. Alors, ce modèle-là familial, dont beaucoup ont la nostalgie, a engendré des névroses sans nom. Alors, remercions les contestataires des années 60 et 70 de vous avoir, vous, jeunes qui écoutez mes vidéos, vous avoir libéré de ça. Et si aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas, regardez, prenez la porte. C'est facile, on peut s'en aller aujourd'hui. Il n'y a pas de... Et si vous ne le faites pas, interrogez-vous, vous, pourquoi vous ne le faites pas. OK. Parce que je tenais à faire cette mise au point-là, parce que je suis excédé d'entendre des critiques formulées à l'encontre des propagandistes de mai 68 qui blâment les baby boomers ou les X d'être responsables de l'état de la planète. Non, 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 non. Ça. Arrêtez ça tout de suite, là. Ces gens-là vous ont libéré sexuellement. Et la libération de la personne passe par la libération sexuelle. Alors, si vous avez... La névrose se loge dans le sexuel. OK. Là, sans doute, je vais devoir faire une autre vidéo. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je la ferai plus tard, peut-être que je la ferai demain. Alors, je vais raconter que j'ai fréquenté cette commune-là, de 73 environ, à 78-79, jusqu'à la mort de Maheu, qui a représenté la dissolution. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que nous étions dans une révolution, vous disais. D'ailleurs, ce livre-là, c'est un livre magnifique. Le seul reproche que je lui ferais, c'est un reproche ambigu, il est trop beau. Il est magnifique au niveau esthétique, la mise en page est impeccable. Le texte est parfait. Mais sauf que si on le regarde, là, qu'on ouvre les pages, on le parcourt, comme je le fais, eh bien, ça ne correspond pas à la manière dont Mainmise était fabriquée. Mainmise était fabriquée, ça je laisserai d'autres l'expliquer, mais c'était fabriqué sur la rue Emery. L'emplacement était sur la rue Emery. D'ailleurs, j'y suis allé déjà avec cet ami-là, Christophe, qui m'avait introduit dans cette commune-là. Donc, lui avait... Christophe, il vivait dans une rue, il vivait à Outremont, sur une rue que je nommerai pas, tenez. Et ces universitaires-là, les frères Maheu, Chamberlain, qui étaient en rupture de banc avec la société, vivaient dans le fond d'une cour à Outremont. Et je me rappelle, là, à ce moment-là, moi j'avais peut-être une dizaine d'années, et 10 ans. Et les voisins, c'était des voisins de chez moi. Moi, je vivais sur le boulevard Saint-Joseph. Et ça murmurait, frontalier à Hutchison, là, dans un bloc appartement. Et les voisins tout autour murmuraient qu'il y avait des hippies qui s'étaient installés là. Et ils sont restés là un petit moment, sous les regards désapprobateurs des Outremontais. Et ils ont fini par s'installer à Morin Heights. Bon, ça, c'est pas... Et Christophe, qui était leur voisin, et les parents de Christophe qui connaissaient ces intellectuels-là, eh bien, ont convaincu, en fait, je ne sais pas s'ils ont convaincu, mais assurément, Christophe a abandonné l'école en 6e année. C'est tôt, mais c'est parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une révolution en cours. Essayez de vous replacer dans le contexte. Et la preuve qu'il y avait une révolution, je vais vous la donner, c'est qu'il y a eu une contre-révolution. Et cette contre-révolution
a débuté aux alentours de 77-78 et a connu son point d'orgue en 1980 avec l'élection de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan et la défaite du référendum de mai 80. Et là, il y a quelque chose, puis il y a une autre affaire qui est arrivée au tout début des années 80. Et là, ça a été dévastateur. Ce sont les années SIDA. Je vous raconte. Bon, vous le savez, ça a frappé la communauté gay. Hein, ça l'a frappé de plein fouet. Parce que, je vous dirais, il y avait évidemment des gays conservateurs dans les années 70. Mais ceux qui étaient la tête de proue, là, les principaux instigateurs de cette révolution-là sexuelle, eh bien, c'était entre autres les mouvements gays, mouvements féministes, parfois dont les attaques, on va dire, contre l'ordre ancien étaient fédérées, ils se fédéraient. Mais les années SIDA, là, ouf! Là, je parle de 83, 84. Les discothèques à Montréal, elles étaient désertées. Tous les tripeux avaient vraiment... tous ceux qui avaient connu qui avaient joui, donc, qui avaient profité de cette libération-là sexuelle, tout à coup, la peur s'était mise dans les esprits. Et on n'a pas idée, j'ai souvenir de gens qui pétris de peur, contactaient des gens avec qui ils avaient eu des relations sexuelles pour s'enquérir s'ils avaient passé un test pour le VIH. Alors, c'était terrifiant. Alors, tout le monde qui avait eu une vie un peu olé-olé, consultait, là, ouais, j'ai couché avec un tel, j'ai couché avec une telle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, les mécanismes de peur, toutes les avancées, là, ça s'est mis à se replier. Ça s'est mis à se replier sur le plan sexuel. Ça s'est mis à se replier sur le plan intellectuel. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que beaucoup de penseurs des années 70, là, je nomme les noms qui me viennent en tête. Gregory Bateson, Ivan Illich, John C. Lilly, Timothy Leary. Je nomme les 4 qui me viennent en tête. Là. Eh bien, aujourd'hui, après une très, très longue éclipse, Castoriadis, André Gorz, après une longue éclipse, aujourd'hui, il y a de jeunes intellectuels qui reprennent leurs travaux. Mais il faut absolument, ils doivent se replacer dans le contexte où, quand ces intellectuels-là publiaient, dans les années 60 et les années 70, ils étaient lus, mais leur pensée était tout de même minoritaire. Et quand les funestes années 80, les années de la contre-révolution sont arrivées, ils ont été balayés. Balayés. Mais je ne terminerai pas cette petite vidéo en vous racontant ce qui est à mon sens peut-être un scoop ou pas. Ou est-ce parce que je me suis posé la question, est-ce que je devais vous raconter cela? Parce que dans la fameuse tragédie, le mot n'est pas fort, du 21 juin 1975, moi ça m'a hanté, ça a hanté toute mon adolescence, ça a hanté une bonne partie de ma vie adulte, et lorsque les funestes années contre-révolutionnaires sont arrivées, hormis Maheu, qui est mort dans des circonstances mystérieuses, tous ces intellectuels-là qui étaient des drop-out, leur mot d'ordre, c'était drop-in, qu'il fallait retourner à l'université. Alors, ils ont pris des postes de professeurs. Et leur mot d'ordre, c'était drop-in parce qu'on doit changer le système de l'intérieur. Le système ne va pas changer de l'intérieur. Le système, en fait, si on regarde ce qui se passe depuis 40 ans, je ne prends que l'université pour exemple, institution que je méconnais absolument, je ne suis pas un universitaire,
avoir les uns et les autres, là, ceux qui en sont membres, que ce soit professeurs, doctorants, n'ont pas l'air d'aller bien. Ils ont l'air plutôt ils n'ont pas l'air d'aller bien et ils ont l'air plutôt malheureux. Même très, très malheureux. Bon, ça les regarde, là. Mais vu de l'extérieur, en tout cas, moi j'ai passé près de 25 ans dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, en fait. À longueur de journée, j'ai vu des gens qui travaillaient à l'université, soit comme professeurs, soit comme chargés de cours, ou encore étudiants ou membres de l'administration. Personne n'était content. Tout le monde se plaignait. Mais personne quittait non plus. Hein. Tout le monde se plaignait, mais personne bougeait. Là, ça va ensemble. Hein. Plus la plainte est grande, plus l'immobilisme est grand. Alors tous ces gens-là ont réintégré l'institution, prétendant la transformer de l'intérieur, et un paquet de gens, dont moi, on est resté en rade. Moi, j'ai connu des années de presque d'itinérance, des années de dévastation, qui ont aussi culminé avec l'assassinat, toujours l'année 80, avec l'assassinat de John Lennon, le 8 décembre 1980, qui venait clore une année désastreuse. Et pour moi, ça a toujours été clair que cet assassinat-là était emblématique de ce qui s'en venait. Et croyez-moi, personnellement, je n'ai pas été déçu du voyage. Un voyage lugubre, un voyage d'une extrême morosité, traverser des landes désolées. Mais encore là, les loyers à Montréal, c'était encore abordable. On pouvait être pauvre, ça j'y reviendrai, on pouvait être pauvre et avoir une vie qui a du sens. Aujourd'hui, même la pauvreté évangélique nous est confisquée. Même la pauvreté à la Saint-François d'Assise, une pauvreté riche, hein, ouais, une pauvreté significative, noble, courageuse, même cette pauvreté-là, le système libéral économique nous l'a confisquée. Parce que maintenant, les pauvres ont honte. Même le pauvre poète, même le poète pauvre plutôt, eh bien, a honte de sa condition. Au lieu de se juger un homme libre, au lieu de se juger une femme affranchie des convenances, des conformismes de tous ordres, eh bien, c'est la honte, c'est la culpabilité. Ah, ça, là, c'est quand même le coup de génie, je dirais, pour nous achever. Parce qu'encore là, dans les années 70, on était plusieurs à... Il y avait des cafés à Montréal. Par exemple, la rue Saint-Denis, dont tout le monde se désole qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. La rue Saint-Denis avait plein de cafés. Plein de cafés. Et des cafés créés et animés par des freaks, des hippies. Et on pouvait, en plein milieu de la nuit, ils ont décidé d'avoir une conversation avec un poète qui avait tout lu Rilke, où j'avais un ami qui connaissait le I Ching par cœur. Vous vous rendez compte? Le I Ching, c'est quand même quelque chose. Il est là, tenez, je vais vous le montrer. Le livre des transformations. Il le connaissait, et c'est pas des blagues, il le connaissait par cœur. Et quand il avait la bonté, ça a 800 pages, hein, tenez, avec les hexagrammes et tout ça. Et quand il faisait une lecture du I Ching, eh bien, c'était une véritable méditation faite à 2, à 3 avec le I Ching comme intercesseur, et ça pouvait durer des heures. S'assoyait avec vous, là, et il pouvait vous interpréter les signes, et ça pouvait durer 3-4 heures. Et qu'est-ce qu'on lui offrait en échange? Un café, 2 cafés, un bol de soupe. J'ai essayé d'imaginer un peu la générosité incroyable qu'il y avait. Alors, si l'envie vous prenait, moi ça m'arrivait, d'avoir envie de quitter ma petite chambre de la rue du Lutte, et j'avais envie tout à coup de discuter de poésie, de philosophie, de la révolution qui vient, eh bien, je peux prendre mes petites jambes et puis me retrouver dans un café sur la rue Saint-Denis et rencontrer l'un ou l'autre de ces personnages qui aujourd'hui ont complètement disparu. J'ose pas imaginer qu'est-ce qui est devenu. Je sais qu'une fois, tenez, est-ce que je vous garde mon scoop pour demain? Ouais. Je vais vous garder mon scoop pour demain. Hein? Alors donc, cet ami-là, que j'avais baptisé Salomon Number 2, parce que bon,
à cause du Salomon, le roi Salomon dans la Bible. Il avait une barbe, il était maigrichon. Il y avait quelque chose de très talmudique, j'aurais envie de dire. Et moi, j'ai fini par être admis à l'université à l'âge de 22 ans sur la base d'expériences pertinentes. J'ai détesté ça. Ah, j'ai détesté ça. Et, et longtemps, je m'en suis voulu d'avoir détesté ça à ce point-là parce que pour moi, c'était incroyable d'y être, vu mon parcours académique absolument désastreux. Et puis, ça a été désastreux encore à l'université. C'était une chance inouïe. Et donc, j'étais devenu drop-in, moi aussi, on va dire. Et je l'avais croisé sur la rue Sainte-Catherine. Là, moi, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Et je l'avais croisé sur la rue Sainte-Catherine et faisait les poubelles. Et je suis allé le voir, je dis, écoute, en fait, j'étais content de le voir. Puis dans ce temps-là, ça se voyait que, je m'étais, on va dire, raplombé. Et j'avais ma petite valise, là, mon petit sac, ma petite valise d'écolier, non pas modèle, mais d'écolier, en tout cas. Et j'avais été le voir, même si je l'avais interrompu dans son travail des boueurs sauvages. J'avais été le voir, et j'avais été, hey, salut! Là, il s'est arrêté. Ses mains sont restées dans la poubelle. Il m'a regardé. Je te salue pas. Regarde ce que t'es devenu. Mais c'est drôle, hein? Évidemment, j'étais content de pas m'être rendu là, faire les poubelles. Mais à quelque part, j'ai eu honte. Ouais, j'ai eu honte. Et lui, il n'avait pas compris que en fait, il avait compris, ou peut-être trop, que la contre-révolution était en train de le massacrer, de le balayer. Un homme qui connaissait le I Ching par cœur et qui était capable de faire une interprétation prodigieuse. Je connaissais la Bible aussi, je connaissais des passages complets de la Bible. C'est un érudit dans son domaine. Je ne sais même pas si aujourd'hui de tels personnages, je ne sais même pas si notre société aujourd'hui, vu son conformisme quasi absolu, est capable de créer des individus aussi originaux, aussi singuliers, sans que la mécanique économique les écrase, les balaie, les efface de la planète Terre. En fait, ils les effacent même plus de la planète Terre. Je ne sais même plus si c'est possible de faire naître des individus pareils. Tout le monde s'affole sur l'écologie. Mais la disparition du genre humain, la disparition de la singularité humaine, des pauvres glorieux, des pauvres frondeurs, des pauvres qui font des doigts d'honneur aux puissants, à ceux qui nous organisent, disons. Je ne sais même plus si ça existe. Alors, si vous êtes bizarre, si vous êtes passionné, si vous êtes singulier, eh bien, écoutez, comme dit Baudelaire, persistez dans votre singularité. Persistez, vaille que vaille, coûte que coûte. La révolution est à ce prix. Parce que, en ce moment, la contre-révolution, elle donne des signes d'extrême fatigue. Alors écoutez, je vous réserve le scoop, c'est toujours dans la lignée de ce livre-là. Une sorte de complément d'information, je vous le recommande. Le livre est magnifiquement écrit, il est magnifiquement documenté. Le reproche, il est beau, il est magnifique. Mais les gars de Mainmise, ils ne travaillaient pas comme ça. Ils collaient des bouts de papier, c'était du patchage, c'était comme un gros scrapbook de freak halluciné. Et puis là, ça sortait, puis ça partait, puis il y avait aucun souci esthétique. Et il voulait pas faire beau, il voulait faire vrai. Le livre est vrai, mais je dirais quasiment trop beau pour être vrai. Mais que Marc-André Brouillard ne m'en tienne pas rigueur.
moi, j'ai été témoin. J'étais un témoin, un très, très, très jeune témoin. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Encore beau, je suis encore vivant. Hein? Je suis encore là. Bien portant. Heureux, amoureux. Plein d'énergie, plein d'entrain. Euh, toujours frais et dispo. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me rendre visite, nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, sur la rue Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal. Et demain, je vous reviens avec un scoop par rapport à cette commune Cadet-Roussel, où j'ai pu côtoyer les frères Maheu. Je les ai vus aller. J'ai vu Chamberlain. Chamberlain, c'est un poète. Chamberlain qui est un poète traqué, hein, n'est-ce pas? Mm. La vie est redoutable, on vit des temps redoutables. Ouais. Enfin. Et mais je vais vous révéler quelque chose, à mon sens, que jamais été dit, en tout cas qui n'est pas dit dans ce livre-là. Je me suis longtemps demandé si je ne l'avais pas inventé, ce souvenir-là, par exemple. Mais je pense pas que non. Je pense pas que... Alors, je vais vous faire un scoop en vous disant, mais peut-être sous toute réserve, hein? Comme les avocats produisent là, des lettres de mise en demeure. Toujours marqué sous toute réserve. D'ailleurs, ça va probablement être ça, le titre de ma vidéo de demain. Un scoop sous toute réserve. Merci, bonne journée à tous.